Bonjour. Bonjour UCO, bonjour UCAT, bonjour les fiers combattants des fins de session et de la période avant Noël. Il y a des fiers courageux ici. Premièrement, je vais remercier Mona pour la petite introduction. Je pensais que c'était bien de voir un peu ce que la coalition fait, ce qui se fait au Québec en termes de lutte pour les parents trans. Puis je pense que Mona travaille très fort avec la coalition pour soutenir ces familles-là. Merci à l'équipe de la chaire pour l'invitation, encore une fois. C'est toujours une occasion pour avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait parce qu'on travaille pas mal en solo quand on fait les analyses. Puis c'est aussi un moyen assez efficace pour stopper la procrastination. Donc, il faut pédaler pour donner des résultats. Et puis, j'ai fini d'ailleurs hier mes analyses pour la présentation d'aujourd'hui. Je n'ai comme pas moyen de... OK. Donc, évidemment, ça ne fonctionne pas. Celle-là? Ceux-là? Ceux-là? Oui, bien, c'est ça. Ah, c'est-tu l'autre, peut-être? Il a mis sans fil, mais c'est avec ces flèches-là. Ah. Bonjour. OK. Donc, en fait, ce que je viens vous présenter, c'est des résultats sur mon deuxième article de thèse, en fait, qui s'intéresse, en fond, ça donne un portrait de ce que c'est d'être parent trans selon la perspective des parents trans eux-mêmes. Ça s'inscrit dans un contexte où est-ce que souvent, on avait l'impression que le fait d'être trans puis d'être parent, c'était deux identités qui étaient incompatibles. Je pense que ça a été le cas aussi pour les parents gays et lesbiennes à une époque. On ne pouvait pas concevoir qu'une personne trans pouvait être parent. Puis même à une époque, dans les cliniques d'identité de genre, dans les processus pour faire une transition, souvent ce qui était demandé, c'est de couper les liens familiaux parce que ça pouvait avoir une influence négative sur l'enfant. Donc, c'était vraiment ce qui était demandé comme prérequis pour entamer la transition. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a quand même de plus en plus de personnes trans qui ont des enfants. Puis de plus en plus, comme on a dit, des personnes trans qui vont avoir des enfants après avoir entamé la transition. Donc, dans les études, ça indique qu'environ 27 à 44 de personnes trans qui ont des enfants. Et parmi, dans le fond, les parents trans, il y a beaucoup plus de femmes trans que d'hommes trans, ce qui serait possiblement lié à des trajectoires de vie différentes, c'est-à-dire que les femmes trans souvent vont s'engager dans un processus de transition peut-être plus tardivement en moyenne, ce qui fait en sorte qu'ils peuvent s'engager dans des rôles de parents, de parentalité ou des rôles comme le mariage. Tandis que les hommes trans, ils vont faire une transition un petit peu plus jeune, donc ils ne vont pas nécessairement s'engager dans ces genres de rôles-là. Deux contextes de... je peux... Est-ce qu'on entend ailleurs? Oui. Le 4 est beau. OK. Pour le 4 à 3, c'est super. OK. C'est bon? La technologie. OK. Donc, peut-être aussi distinguer deux contextes de parentalité trans, le fait d'avoir des enfants avant la transition versus après. Pour l'instant, il y a beaucoup plus de personnes trans qui ont eu des enfants avant la transition, mais de plus en plus, il va y avoir des personnes trans qui vont avoir des enfants après la transition. Puis aussi lié à des enjeux très différents. Donc, le fait de faire une transition en famille versus concevoir des enfants après la transition. Donc, c'est sûr qu'il y a des enjeux très différents. Non, pas ça.
Puis aussi, bien, le contexte de ma recherche s'inscrit au fait qu'il y a peu d'études sur la parentalité trans. Peut-être donner une statistique que je trouvais quand même assez éloquente. En fait, il y avait un document qui recensait toutes les études qui ont été faites sur les personnes trans, je pense que c'était dans les décennies 2000. Et dans tout ce document-là, je pense d'une centaine de pages, il n'y avait aucune section qui traitait de la question de la famille ou de la parentalité, là. Il y avait des sections sur la discrimination, sur le milieu de travail, mais la famille, ça n'existait pas. Puis aussi, il y a peu d'études qui prennent le regard des parents trans eux-mêmes. On s'est surtout d'abord intéressé sur l'adaptation psychosociosexuelle des enfants, un peu comme pour les familles gays et lesbiennes, où est-ce qu'on s'intéresse à savoir si l'enfant s'adaptait bien au fait d'avoir des parents trans. On s'est aussi intéressé à la réaction du conjoint ou de la conjointe. C'était quoi de faire d'être le conjoint d'une personne qui fait une transition. Et puis, finalement, plus récemment, on s'intéresse aussi aux parents trans. C'est quoi d'être parent trans? Donc, mon étude se situe un peu, essaie de rallier ces deux gaps-là, en fait, donc d'essayer de voir l'expérience des personnes trans tout en analysant l'influence du fait d'être trans puis d'être parent à la fois. Donc, 2 questions de recherche pour mon deuxième article. De quelle façon le parcours trans, la trajectoire familiale s'inter-influence selon la réflexion rétrospective de parents trans? Et 2. Quel enjeu les parents trans sont-ils plus susceptibles d'expérimenter comparativement au fait d'être un parent cis ou comparativement au fait d'être une personne trans qui n'a pas d'enfant? Ce n'est pas une étude comparative, mais c'est selon le parent trans lui-même qui dit « je pense que ça, c'est peut-être plus particulier à mon expérience ». Un petit mot sur la méthodologie. C'est jamais la partie la plus intéressante en Cali, mais nécessaire. Donc, mes participants, j'ai rencontré 24 parents trans au Québec, surtout recrutés via des associations LGBT. Aussi, parmi les parents trans, la majorité donc, ont eu des enfants exclusivement avant le début d'une transition, il y en a 15. 6 qui ont eu des enfants exclusivement après avoir entamé une transition. Puis, il y a 3 participants qui ont eu à la fois des enfants avant le début de la transition puis après avoir entamé une transition. Parmi les 24 parents, il y a 14 femmes trans, 10 hommes trans. Et parmi, aussi peut-être préciser que parmi les femmes trans, la plupart ont eu leur enfant avant la transition, versus les hommes trans, c'était moitié-moitié, moitié avant la transition, moitié après la transition. Les participants y ont pris part à 2 entrevues semi-structurées. La première qui traitait du parcours trans. Puis par parcours trans, là, je partais vraiment de l'enfance, de la prise de conscience qu'il y a peut-être une différence jusqu'au moment de l'entrevue où est-ce qu'ils étaient rendus dans leur transition. Puis trajectoire familiale, c'est un peu la même chose. Donc, dès l'enfance, si la personne se projetait comme vouloir des enfants plus tard, donc c'est quelque chose que je regardais jusqu'au rôle parental actuel au moment de l'entrevue. Donc, un parcours trans, des trajectoires qui sont très variées. Il y a des participants qui ont commencé la transition il y a très longtemps. Il y en a qui venaient tout juste de commencer, des parcours de transition variés. Il y en a qui c'était pas nécessairement des chirurgies, d'autres c'était une transition légale, et donc c'était très, très varié aussi. Au niveau de la trajectoire familiale aussi, donc la façon de concevoir les enfants, c'était varié, surtout pour les parents qui ont leur enfant après la transition. Mais aussi, des fois, le désir d'avoir des enfants ou non. Et des fois, c'était comme pas nécessairement planifié, mais le parent a eu des enfants, versus il y en a d'autres que c'était vraiment voulu et planifié. Puis sinon, donc, j'ai fait des analyses de trajectoire, des analyses qualitatives de trajectoire pour essayer de voir comment le participant... Donc, ça essaie de relever des thématiques que le participant lui-même faisait des liens entre son parcours trans puis sa parentalité. Donc, il faisait vraiment le lien explicite. C'est pas moi qui interprète, parce que des fois, on peut avoir tendance à dire « Ah, c'est lié nécessairement à la transition », mais c'est pas nécessairement lié à ça. Donc, c'est le parent lui-même qui dit « Tel parcours a une influence, tel aspect de la parentalité a une influence sur mon parcours trans », comme très clairement. Rendu dans les résultats.
En fait, j'ai relevé 10 thématiques que les participants ont soulevées, en fait, par rapport à l'interaction entre le parcours trans et la trajectoire familiale. Donc, la première thématique, c'est les projections parentales. Ça incluait différents éléments. Premièrement, c'est la difficulté de se projeter en tant que parent. Est-ce que vous voyez bien? Ou... Oui. OK. Des fois, le mauve, ça n'a peut-être pas la couleur idéale. OK. C'est bon. Donc, c'est ça, dans le fond, les parents, les participants, quand ils étaient, par exemple, à l'enfance ou à l'adolescence, souvent commençaient déjà à vivre de la détresse par rapport à leur identité de genre, par rapport au fait d'être différents sans trop savoir pourquoi. Et ça faisait en sorte souvent qu'ils ne se projetaient pas nécessairement dans le futur, que ce soit pour avoir un travail, pour avoir une famille. En fait, ils ne se voyaient pas vivre super vieux parce qu'ils étaient déjà dans une situation de détresse quand même assez avancée, très triste en fait. Et donc, le fait de se projeter dans l'avenir, bien souvent, c'était plusieurs participants, c'était pas quelque chose qui était présent chez eux. Il y a aussi la difficulté de se projeter au-delà de son rôle parental. Pour les personnes qui continuent à vivre de la détresse mais qui ont eu des enfants, souvent, ils se disaient, bien, écoute, quand mon enfant va être autonome, quand mon enfant va être assez grand, il va être parti de la maison, ça va être le moment que moi, je vais partir. Là, ça va être le moment que je vais penser au suicide plus sérieusement. Mais tant que mon enfant est là, c'est ce qui me garde un petit peu en vie au final. Second point par rapport à la projection parentale, c'est l'évolution de la compréhension de son rôle parental projeté à l'enfance, à l'adolescence. Je vais peut-être donner un exemple pour que ça soit peut-être plus clair. En fait, il y avait une participante qui, elle, expliquait que très tôt, elle se dit, ben, elle s'identifiait fille, elle se disait, ben, plus tard, c'est sûr que je vais être une mère. Dans les jeunes filles, les filles deviennent des mamans. Et au fil de la prise de conscience que, OK, je ne peux pas assumer ce rôle-là, dans le fond, de la compréhension des normes de genre, bien, sa projection en tant que maman, elle a changé pour parent. Dans le fond, elle a comme neutralisé ça. Elle voulait pas dire père, mais en même temps, il y a quand même eu une évolution sur la façon qu'elle se projetait plus tard comme parent, liée encore une fois à son parcours trans. La deuxième thématique, c'était le désir d'avoir des enfants puis la planification de la parentalité. Il y a des personnes qui mentionnaient, par exemple, ne pas vouloir d'enfants parce qu'elles craignaient éventuellement les conséquences pour la famille. C'est des personnes qui luttaient beaucoup à ne pas vouloir faire une transition, essayer de camoufler son identité trans, son identité de genre. Puis ils se disaient, peut-être qu'à un moment donné, je ne pourrais plus lutter contre ça, je vais avoir des enfants, je ne suis pas sûre que ça va être une bonne idée pour ma famille. Donc, c'était beaucoup dans les craintes des conséquences éventuelles pour la famille. Considérer la parentalité seulement après avoir refermé la porte de la transition. Il y avait une participante, par exemple, qui mentionnait qu'à un certain moment, elle avait rencontré, en fait, elle a fait une rencontre qui était très marquante pour elle. Elle avait rencontré, quand elle était jeune adulte, une personne trans à une certaine époque. Et la personne trans avait eu une opération qui n'avait comme pas bien tourné. Et pour elle, elle considérait l'option de la transition, mais avec ça, elle a fait comme, je ne ferai pas la transition et je vais aller comme vers des rôles plus normatifs. Donc, je vais considérer, dans le fond, le mariage après avoir ouvert et fermé cette porte-là, finalement. Puis pour d'autres, à l'inverse, pour des personnes trans qui ont eu leur enfant après la transition, eux, c'était plutôt la réflexion que si moi, je ne fais pas ma transition, c'est sûr que je ne peux pas être parent, en fait. C'était comme le prérequis, c'est-à-dire qu'il faut que je sois reconnue comme homme, comme père pour pouvoir faire ma transition. Un autre élément par rapport à la planification de la parentalité, c'était parce qu'il y a des participants, en fait, qui, eux, dans la même période de temps, ont considéré avoir des enfants, puis ont considéré ressentir le besoin de faire une transition, et puis ont eu comme un peu à réfléchir sur qu'est-ce que je fais en premier, parce que c'est des grosses étapes, donc c'est d'essayer de voir, OK, bien, je vais commencer par la transition ou par la parentalité, parce que, par exemple, je peux avoir des enfants de manière biologique, c'est plus simple, donc je vais commencer par la parentalité, puis par la suite, je vais considérer la transition. Il y a eu ce genre de réflexion-là pour certains parents aussi.
La troisième thématique, c'est en lien avec les expériences biologiques de la parentalité. D'une part, par rapport à tout ce qui est en lien avec la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, surtout pour les hommes trans, en fait, qui ont porté leur enfant. Dans l'étude, il y avait 5 participants, 5 hommes trans qui ont eu leur enfant avant la transition, puis un homme trans qui a eu son enfant après la transition. Et puis, en fait, ce que les personnes expliquaient, c'est que la façon, au moment de la grossesse, la façon qui était confortable ou non avec leur identité de genre, avec s'ils se questionnaient ou non sur leur identité de genre, ça faisait en sorte que ça avait un impact sur la façon qu'ils expérimentaient la grossesse. C'est-à-dire que s'ils étaient beaucoup dans le tiraillement par rapport à leur identité de genre, souvent, la grossesse était vécue de façon beaucoup plus négative versus si quelqu'un n'est pas trop dans ces questionnements-là, au moment de la grossesse, c'était vu comme une expérience plus corporelle ou une expérience plus positive, comme de se dire, il y a un participant qui mentionnait, c'était le seul moment que je me sentais féminin, que mon corps remplissait les bonnes fonctions ou que, en fait, la grossesse n'était pas nécessairement de quoi qui était, disons, lié à la féminité ou masculinité, c'est juste un truc plus corporel. Versus si quelqu'un était vraiment il était beaucoup tiraillé par rapport aux questions de genre, en fait, c'était souvent les personnes qui vivaient encore plus de détresse par rapport à leur identité de genre parce qu'ils voyaient leur changement corporel. Ils voyaient, dans le fond, de se faire toujours traiter un peu vraiment au féminin, de se faire dire à quel point ils sont très féminines alors que ce n'est pas le cas du tout pour eux. Ça faisait encore plus exacerber tous ces sentiments de détresse-là. Un autre élément qui a été mentionné, en fait, aussi pour certaines personnes, ça a été le deuil par exemple, pour les femmes trans, de porter des enfants, comme peuvent le faire les autres mères ou les autres femmes. Puis pour les hommes trans, c'était de mettre enceinte leur partenaire comme les autres, comme les autres hommes ou comme les autres pères. La quatrième thématique, c'est le rapport aux stéréotypes de paternité et de maternité. Il y a encore une fois plusieurs éléments. Pour les personnes trans, c'était beaucoup le sentiment de ne pas se sentir comme les autres pères, comme les autres mères, le sentiment de ne jamais correspondre, de ne pas être à la hauteur de ce que c'est le rôle de père ou de mère. Pour les hommes trans, c'était beaucoup la question d'être maternel, l'instinct maternel, d'être surprotecteur, d'être délicat, tout ça, c'est quelque chose qui était très inconfortable, puis sentait qu'il n'était pas comme ça du tout. Pour les femmes trans, c'était beaucoup la question du rôle de virilité, de masculinité, surtout d'être le rôle de virilité pour les garçons, d'être autoritaire, d'être distant. C'est pas du tout ce qu'il leur représentait, mais ils sentaient quand même une pression d'essayer de correspondre à ces rôles-là. D'ailleurs, la question de hockey, c'était vraiment, je pense, la hantise de bien des femmes trans. D'amener son garçon jouer au hockey, là, c'était la plus grosse hantise qui était mentionnée par bien des participantes. Puis ce qui faisait en sorte que y a plusieurs personnes qui préféraient, espéraient avoir des filles, en fait, pour pas avoir à aller crier après leur garçon à 5 heures du matin au hockey dans un aréna. Donc, c'était vraiment très, très fort. Puis, le fait de ne pas correspondre aux stéréotypes, souvent, il y avait beaucoup une remise en question aussi de leurs compétences parentales. Si je n'amène pas mes garçons voir du hockey ou jouer au hockey, est-ce que je suis un bon père pour eux? Ou si je suis pas assez maternelle, est-ce que c'est parce que j'aime pas assez mon enfant? Il y a beaucoup de remises en question de culpabilité que les parents vivaient par rapport au fait de ne pas se sentir comme les autres parents. Et de ce fait, ils ont fait ils ont mis beaucoup d'efforts pour essayer de correspondre aux stéréotypes pour, en fait, deux objectifs. Pour eux, en fait, c'était pour essayer de aussi camoufler ça, donc essayer de se dire, écoute, si j'essaie d'être comme les autres pères, comme les autres mères, peut-être que mon sentiment d'inconfort va disparaître, peut-être que je vais me sentir enfin bien. Donc, il y avait un peu cet aspect-là. Puis aussi, c'était pour la crainte que leur conjointe ou conjoint soit les démasquent, dans le fond, qu'ils voient leur identité trans parce qu'ils ne correspondent pas aux stéréotypes. Ils vont se dire,
c'est sûr que, tu sais, mon conjoint, ma conjointe va s'en apercevoir que je ne suis pas comme les autres, puis que je suis en fait ou je suis trans ou je ne sais pas quoi. Donc, il y avait beaucoup ces craintes-là pour les parents que j'ai rencontrés. Un autre élément, en fait, c'est la distanciation par rapport aux stéréotypes de genre après entamer une transition. Ils essayaient, je pense qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise d'essayer d'être eux-mêmes après le début de la transition, essayer de voir, en fait, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est demandé au niveau social ou c'est quelque chose que j'ai envie d'être. Donc, ils étaient beaucoup à essayer d'explorer plus de choses que de juste essayer de correspondre à un modèle. Puis aussi l'acceptation de ne pas être comme les autres parents. Donc, ça venait beaucoup avec la transition, de se dire, bien, écoute, je ne suis pas comme les autres pères, je ne suis pas comme les autres mères, mais c'est correct. Aussi, pour quelques participants, ils mentionnaient aussi des changements depuis la transition. Il n'y a pas tant de personnes qui l'ont mentionné, parce que la plupart mentionnaient, bien, écoute, je n'ai pas vu de changement dans mon rôle parental après la transition. Je veux dire, ça fait des années que je suis parent, donc le rôle parental est un petit peu rodé, mais pour certains, soit que c'était un petit peu lié aux hormones ou à l'hormonothérapie ou à la transition, c'était pas clair nécessairement, mais par exemple, des femmes trans qui se disent bien, plus émotives ou plus capables d'exprimer ses émotions après le début de la transition. Puis il y avait aussi, je pense, il y avait un gars trans en fait, qui mentionnait qu'avec la testostérone, il se sentait peut-être un peu moins surprotecteur de son enfant. Il était plus... laissait plus aller ses enfants par rapport à s'ils veulent se péter la gueule, bien, c'est pas grave. La cinquième thématique qui a été mentionnée, en fait, c'est l'impact d'avoir une famille sur l'évolution du parcours trans puis du timing de la transition. Ça allait dans les deux directions, mais c'était surtout, en fait, le fait d'avoir une famille, c'était un frein à faire une transition. Ça faisait en sorte que ça retardait le timing de la transition. De plusieurs façons. Premièrement, le fait entamer une nouvelle relation de couple ou d'avoir un nouvel enfant, ça faisait en sorte que temporairement, les personnes trans, ça faisait en sorte que ça camouflait des fois leur inconfort par rapport au genre. En fait, c'est parce que, peut-être juste expliquer en fait que dans le parcours trans, en fait, c'est pas nécessairement un parcours qui est linéaire pour les personnes trans. Souvent, il y a des va-et-vient, il y a des up and down, c'est pas toujours constant l'inconfort. Puis, ce que les personnes trans remarquaient, c'est dans ces moments-là, quand ils commençaient une relation où il y avait un nouvel enfant, souvent c'est un moment où est-ce que les inconforts, la détresse pouvaient être peut-être un peu moins importantes ou un peu plus gérables. Puis, c'est ça, dans le fond, avec un nouvel enfant, c'est sûr que tu es beaucoup focusé sur l'enfant, tu es un petit peu moins peut-être en train de te préoccuper sur tes propres questions. Puis quand tu es dans une nouvelle relation, généralement, si c'est une bonne relation, tu devrais être plus heureux, plus bien. Fait que tu penses que c'est un peu ta recette du bonheur, puis tu as l'impression que ton problème va disparaître. Mais souvent, c'est ça, c'est des up and down. Plus tard, ça va quand même revenir quand que le couple va peut-être moins bien aller ou quand que le rush d'un nouvel enfant va peut-être faire en sorte qu'éventuellement, tu vas avoir plus de temps pour toi-même. Mais souvent, ces problèmes-là reviennent éventuellement. Une autre façon que la famille peut peut être un frein pour le parcours trans, souvent, ça peut être limité aussi par le partenaire. Deux exemples. En fait, les participants mentionnaient, par exemple, que la conjointe était très à l'aise, par exemple, que le participant explore sa féminité en contexte de sexualité. Et au début, ça allait très bien, mais avec le temps, souvent, la conjointe va dire, écoute, tu peux faire ci, mais ça, tu ne peux pas faire ça. Puis, comme il commence à avoir beaucoup de limites dans son exploration de la féminité. Puis aussi, un autre exemple, par exemple, des partenaires qui, au moment du coming out, demandent à leur conjoint de dire, tu fais ton coming out trans, mais tu vas aller consulter parce qu'on va se battre ensemble contre ça. C'était pas va vers des ressources pour t'aider, c'est plutôt on va se battre pour te guérir, en fait. Donc, il y avait aussi ça que... Puis le participant, la participante aussi était comme, j'ai le goût d'y croire aussi, fait que j'y vais, mais en même temps, ça retardait aussi la transition. Sinon, le gros élément, c'est le fait d'avoir des enfants. Donc, le fait d'avoir des responsabilités familiales qui faisait que c'était un peu comme un garde-fou. La personne est très tiraillée, entre vouloir garder sa famille, mais aussi vouloir
être soi-même éventuellement. Là. Et beaucoup les craintes des conséquences, encore une fois, sur la famille. Si je fais mon coming out, est-ce que mon enfant va me rejeter? Est-ce que je vais briser ma famille? Est-ce que je vais perdre la garde légale de mes enfants? Est-ce que je vais briser mon mariage? Est-ce que je vais marginaliser ma famille? Il y a beaucoup de craintes. Et ça fait en sorte que, souvent, c'était... Ce que les personnes disent, c'est que c'est comme, à un moment donné, ils se retrouvent un petit peu à la croisée des chemins, où est-ce que je continue à être pas bien dans mon rôle dans ma famille, avec toute la détresse que je vis, ou est-ce que je considère la transition, ou est-ce que je considère le suicide? Donc, c'est comme deux options qui se retrouvent un petit peu à la croisée des chemins entre ces deux options-là. Bien, évidemment, les parents que j'ai rencontrés ont choisi de vivre parce que j'ai pu les rencontrer, là, mais tu sais, ça devenait un choix déchirant comme ça. C'est la mort ou la transition avec l'acceptation de tout ce que ça implique. Et dans ce moment-là, en fait, ce que pour certains participants, c'est le fait d'avoir des enfants, ça devenait un peu un moteur pour choisir la transition, pour ne pas choisir le suicide, en fait, parce que de se dire, bien, je me suicide alors que j'ai des enfants, bien, c'est pas quelque chose que le parent choisit vraiment. Ils veulent pas faire de la peine à leur enfant, ils veulent pas leur transmettre leur détresse, ils veulent pas priver leur enfant d'un de leurs parents. Donc, souvent, l'enfant devenait un peu un moteur pour choisir l'option de la transition à un certain moment. Puis aussi, une autre façon que la conjugalité pouvait devenir aussi un moteur pour l'exploration de la transsexualité, c'est au moment de séparation. Souvent, le parent, c'est un moment où il y avait beaucoup plus de temps pour prendre soin de lui, pour être plus focusé vers lui. Donc, souvent, c'est un moment où il y a aussi un plus grand espace, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité par leur conjointe ou avec des enfants. Donc, c'est un moment pour explorer le genre aussi. La 6e thématique, c'est l'impact du coming out sur la famille, puis aussi les particularités de faire une transition en famille. Je pense que les personnes trans étaient toutes d'accord pour dire que faire un coming out, c'était toujours stressant, mais faire un coming out à ses enfants, je pense que c'était le coming out le plus stressant parce qu'ils ne veulent pas se faire rejeter par leurs enfants. Évidemment, ils les aiment, donc ils veulent s'assurer de leur bien-être. Donc, encore une fois, il y avait beaucoup de craintes de faire le coming out, des craintes qui étaient anticipées, puis il y a aussi des craintes malheureusement qui ont été réelles. Pour plusieurs familles, ça a été, par exemple, la séparation conjugale. Parmi les parents, dans mon étude, parmi les parents qui avaient eu des enfants avant la transition, il y avait quand même déjà beaucoup qui s'étaient déjà séparés pour plein de raisons autres avant le coming out, mais parmi ceux qui étaient toujours en couple au moment du coming out, il y en a eu 7 sur 8 qui ça s'est soldé par une séparation conjugale. Je ne pense pas que le coming out, c'était le seul facteur qui a mené à la rupture, mais souvent, il y avait des familles, des couples qui étaient peut-être un peu fragilisés, qui vivaient des difficultés autres, mais le coming out a fait en sorte que c'était peut-être le facteur qui a précipité la rupture conjugale. Et qui dit rupture conjugale, dans tous les cas, ça a aussi impliqué la séparation, la séparation familiale, c'est-à-dire l'absence de contact, pas l'absence de contact physique, mais ça veut dire que le parent ne vit plus au quotidien avec son enfant, donc l'enfant allait vivre avec l'autre parent. Pour 4 sur des 16 parents qui ont eu leur enfant avant la transition, il y en a 4 qui ont mentionné avoir en fait du rejet, c'est-à-dire une coupure de contact avec leurs enfants, avec au moins un de leurs enfants. Puis au moment de l'entrevue, il y en avait 3 sur 4 qui étaient toujours en rupture de contact. Il n'y avait plus de contact avec au moins un de leurs enfants. Et aussi la question de perte de la garde légale. Ça a été le cas d'une participante que son ex-conjointe l'a traînée en cours et qui a retiré la garde légale. Et la personne a juste des droits de visite quand son ex-conjoint le décide, c'est-à-dire à peu près jamais. Donc, le coming out a quand même beaucoup de conséquences négatives sur plusieurs familles.
Aussi, le fait de faire une transition en famille, ça a aussi des particularités. Versus quelqu'un qui fait une transition seul, qui n'a pas d'enfant. Il faut toujours considérer chacun des acteurs familiaux. Donc, ce n'est pas juste le participant lui-même qui est en transition, mais tous les membres de la famille. Et l'objectif, en fait, le défi pour les parents trans, c'était d'essayer de trouver un équilibre entre ce qui était vraiment prioritaire pour eux, c'était vraiment essayer de considérer le meilleur intérêt de l'enfant, qu'est-ce qui aurait la meilleure adaptation pour l'enfant, mais tout en niant pas non plus leurs propres besoins personnels. Puis pour arriver, dans le fond, pour les stratégies qu'ils ont utilisées pour considérer l'intérêt de l'enfant, d'une part, il y a la question de trouver le meilleur moment pour faire le coming out à l'enfant. Donc, pour certains participants, le meilleur moment, c'était d'un petit peu retarder le coming out. Souvent, c'était après la fin des classes. Donc, pour s'assurer que ça n'ait pas de perturbation pour l'enfant. Versus pour d'autres familles, pour d'autres parents, c'était d'essayer de faire le coming out le plus rapidement possible pour que l'enfant s'adapte. C'est-à-dire qu'on s'adapte tout ensemble, en fond, pour que tout le monde s'ajuste en même temps. C'était aussi la crainte de peut-être croiser. La personne entame sa transition et croise par hasard son enfant dans un lieu public. Donc, c'était l'idée aussi que son enfant n'ait pas un choc ou quoi que ce soit. Oui. En fait, c'est ça, c'est que, par exemple, pour séparation conjugale, c'est qu'il y en avait, au total, il y a 16 participants qui ont eu des enfants avant la transition, mais il y en avait 8 qui s'étaient déjà séparés au moment du coming out. Donc, je ne les considère pas. C'est-à-dire que, puis, perdre la garde légale, c'est qu'il y avait des parents qui avaient des enfants adultes déjà, donc la question de la garde légale ne se posait pas. C'est vrai que c'était pas clair. Donc, une autre des stratégies que les parents trans utilisaient pour favoriser l'adaptation de leur enfant, c'était souvent un commun accord avec l'ex-conjointe puis les enfants, c'était d'aller laisser vivre l'enfant chez l'autre parent. Souvent, pour la personne trans, ça faisait en sorte que ça lui donnait un plus grand espace aussi pour faire sa transition. Donc, faire une transition avec toute la famille, des fois, ce n'est pas nécessairement idéal. Puis aussi, le parent est soit dans une situation de crise ou une situation plutôt... ils sont très préoccupés, donc ils sont très portés vers prendre soin d'eux-mêmes. Donc, dans ces moments-là, c'est peut-être pas nécessairement... ils ne se sentent pas nécessairement super bien outillés pour... continuer pour s'occuper de leur enfant à ce moment-là. Évidemment, c'est temporairement. Là, Et puis, ça assurait aussi peut-être un environnement plus stable. Ça veut dire d'aller vivre avec l'autre parent, c'était peut-être un peu plus stable. Souvent, c'est ce que le parent trans se privilégiait. Puis l'autre élément qui a été mentionné par la plupart des personnes trans, c'était d'ajuster le rythme pour que l'enfant puisse s'ajuster. Donc, l'ajuster l'introduction des changements. Évidemment, ils ne peuvent pas contrôler les changements avec l'hormonothérapie, mais par exemple, pour les femmes trans, c'était beaucoup la question du maquillage, la question de porter une robe, à quel moment mon enfant est prêt ou peu importe. Donc, pour la plupart, ça a été d'y aller avec des changements plutôt graduels. Mais il y a un participant qui, sa réflexion, lui, c'était « Écoute, je vais aller le plus rapidement possible parce que je sens que pour mon enfant, d'être entre les deux genres, c'est peut-être un peu inconfortable. Donc, je vais aller le plus rapidement possible. » Mais c'est toujours l'idée que l'enfant est toujours au cœur de la préoccupation. Aussi, une particularité de faire une transition en famille, c'est qu'il y a des facteurs que le parent trans ne peut pas contrôler, notamment la question de la conjointe ou l'ex-conjointe. Je dis ça parce que c'est souvent plus l'ex-conjointe qui pose problème. Elles ont vraiment une influence remarquable sur l'ajustement de l'enfant. Une ex-conjointe qui ne fait que dénigrer la personne trans devant son enfant, oublie ça, l'enfant va être très influencé par ça. Donc, parmi les participants, les 4 participantes que je mentionnais tantôt, qu'elles ont perdu le contact avec leur enfant, 3 d'entre elles
mentionnaient que c'est leur ex-conjointe. C'était une réaction vraiment épouvantable. Là. Et essayaient vraiment de convaincre l'enfant que, de perdre le contact avec son parent. Là. Donc, la conjointe a vraiment un impact majeur. Puis l'inverse aussi, il y a eu des situations où l'ancienne conjointe essayait de favoriser essayer de créer des endroits sécuritaires pour l'enfant, d'essayer de, par exemple, aller à l'école pour parler de la situation familiale, puis dire à quel point le père, c'est vraiment un bon père. Puis, donc, il y a vraiment tous des extrêmes. Et ça a vraiment un impact sur l'enfant. Aussi, un autre facteur du contrôle du parent, c'est la pression sociale de l'entourage. Par exemple, des amis de la famille qui essaient de convaincre le parent de ne pas faire une transition parce que ça va nuire à ton enfant. Donc, essayer de contrecarrer les plans du parent. Ou des fois, la belle famille aussi qui va essayer de mettre de la pression sur son enfant pour dire, bien, écoute, je pense que ton conjoint ou ta conjointe, tu devrais peut-être la laisser. Ou, donc, c'est vraiment au niveau de toute la famille qu'il peut y avoir des pressions aussi, pas juste le parent lui-même. Un autre élément que les parents ont à gérer, c'est la question de la visibilité de l'identité trans. Surtout les personnes trans qui ont les enfants à la transition, là, la difficulté de passer incognito quand tu as des enfants. Ton enfant qui t'appelle papa ou maman alors que tu es une femme ou un homme. Donc, c'est dans les lieux publics. Donc, c'est un peu difficile de passer inaperçu. Puis le parent n'a pas nécessairement toujours le contrôle de ça. Des fois, il aimerait pouvoir être un peu plus en contrôle de cette situation-là, mais avec des jeunes enfants surtout, c'est pas toujours évident. Donc, le parent va toujours essayer de mettre des limites sur, ou de négocier un peu plus, disons, serrer la question de comment nommer le parent dans les lieux publics. Aussi, la nécessité de se dévoiler dans des situations non choisies, par exemple, dans des institutions reliées à l'enfant, donc aller à l'école. Des fois, ça ne te tente pas nécessairement, mais si à l'école, ils t'ont connu pendant X nombre d'années de telle façon, et tu fais une transition, puis tu retournes à une réunion de parents, ça te met dans une position où est-ce que tu n'as pas bien le choix de te dévoiler. Donc, gestion et conséquences de la visibilité. Bon, c'est pas tous les parents qui ont le choix ou non d'être invisibles ou pas, mais il y a des parents qui, dans certaines situations, vont décider, par exemple, de rendre leur identité trans visible pour différentes raisons, notamment pour créer des espaces sécuritaires pour l'enfant, notamment à l'école, d'aller à l'école puis dire, même si ça ne me tente pas nécessairement, mais dire que ça va être bon pour mon enfant, d'aller voir le professeur, d'aller voir la direction de l'école pour dire, voici la situation, mon enfant, c'est ce qu'il vit. En espérant que si l'enfant veut aller, par exemple, voir des personnes à l'école, il puisse le faire librement, il peut aller venir parler avec des intervenants à l'école, ou les personnels à l'école peuvent aussi peut-être être à l'affût si, par exemple, l'enfant est victime de discrimination. Donc, le fait d'être visible aussi, ça permet aux parents d'être plus à l'aise, dans le fond. Ils ne se sentent pas limités de parler de certaines thématiques, notamment la question d'être parent des fois. Quand tu as eu des enfants à la transition, ça peut te dévoiler. Donc, sachant que ça peut dévoiler, peut-être que le parent ne voudra pas nécessairement en parler. Donc, en étant visible d'emblée, c'est sûr que le parent peut aborder n'importe quelle thématique. Mais la visibilité implique malheureusement, par contre, les conséquences négatives, peu importe si tu choisis ou non d'être visible, il y a toujours la conséquence, notamment sur la sécurité de la famille, sécurité de l'enfant, sur sécurité du parent, de dévoiler son identité trans. Donc, des fois, tu n'as pas c'est pas la réaction de la personne. Puis souvent, c'est des personnes, par exemple, dans des institutions qui peuvent avoir un certain pouvoir aussi sur toi, donc qui peuvent te causer, dans le fond, du tort. La question de l'invisibilité, souvent, c'est encore une question de sécurité. Souvent, si les parents se disent, écoute, dans cette situation-là, je ne pense pas que mon identité trans a à voir. Par exemple, je suis chez le médecin, puis je suis inclus pour que mon enfant puisse avoir un traitement. J'en parlerai pas si je pense que ce n'est pas nécessaire ou si ça peut menacer la sécurité de mon enfant. C'est sûr que je
parlerai pas de cette question-là ou je ne l'aborderai pas. Une des conséquences d'invisibilité, c'est d'avoir accès à des privilèges hétéros cisnormatifs, un peu au même titre que les autres familles. Quand tu passes sous le radar, des fois, tu te fais passer pour hétéro, puis des fois, ça peut faire du bien. Des fois, tu peux avoir besoin de ça aussi, d'être pas toujours à l'avant-plan. En contrepartie, des fois, tu te sens un peu limité sur ce que tu peux notamment parler. Là, donc, d'être un peu plus éviter certains sujets qui peuvent te outer sans le vouloir. Mona en a parlé un petit peu tantôt, les barrières par rapport à la parentalité trans, la huitième thématique. Je n'avais pas grand-chose à dire de plus que ce que Mona a à dire par rapport aux barrières d'accès à la parentalité avec les cliniques de fertilité, centres d'adoption, possibilité de te faire refuser des services, que les personnes ne soient pas nécessairement au courant des réalités trans, d'avoir à les éduquer un peu là-dessus. Donc, encore beaucoup de barrières à ce niveau-là. Puis comme j'ai mentionné tantôt aussi, les barrières dans le maintien de la parentalité, notamment non seulement de perdre la garde légale, mais aussi la crainte de perdre la garde légale. Il y avait un participant qui mentionnait qu'il y avait la garde partagée de son enfant et puis il espérait avoir la garde complète parce que son ex ne s'occupait pas du tout de l'enfant. Et en faisant cette démarche-là, il craint en fait que ça se retourne contre lui et qu'il perde complètement la garde de l'enfant. C'est quand même une crainte qu'il a. Ça ne va pas nécessairement se produire, mais en même temps, tu as toujours un peu cette crainte-là de dire je fais ça pour le bien de mon enfant, mais ça se peut que ça se retourne contre moi et que ça ait des conséquences plus négatives. Ou sinon, des barrières informelles, donc l'ex-partenaire qui limite l'accès, même si ce n'est pas une décision de la Cour, donc qui limite l'accès à l'enfant. Puis aussi, les ressources limitées pour les parents trans. C'est une chance qu'il y a la coalition qui fait du travail auprès de ces familles-là. Oui, c'est ça. Donc, en région, des fois, c'est un peu plus difficile. Il y a des choses à Toronto quand même. C'est en anglais, c'est loin aussi. Mais puis aussi, peut-être peu de modèles de personnes trans, mais de personnes trans avec des familles, avec des enfants, c'est encore, je pense, plus limité. La 9e thématique, c'est la non-reconnaissance identitaire. Je vais parler surtout, évidemment, de l'identité parentale. Ça se manifeste, encore une fois, de différentes façons. Le fait de présumer l'identité parentale, par exemple, dans les lieux publics avec ton enfant, selon comment tu es perçu, est-ce que tu es perçu un homme ou une femme, la personne va présumer ton identité parentale avec ton lien avec ton enfant. Est-ce que tu es mère ou tu es père? Ça peut être aussi avec les professionnels de la santé, par exemple, quand tu fais un suivi de grossesse, si tu es un homme trans, des très bonnes chances que tu te fasses traiter au féminin, tu te fasses présumer que tu vas être la mère de l'enfant alors que ce n'est pas le cas. Non-reconnaissance de son identité de père, mère ou de parent. Parfois, c'est par l'entourage familial. Par exemple, si tu as un parent qui, après la transition, désire se faire appeler autrement, s'il se faisait appeler père, puis maintenant il désire un autre terme, et puis peut-être que l'entourage familial ne voudra pas accepter ce changement-là, puis ne sera pas nécessairement reconnu dans son identité de parent. Dans les institutions, il y a la même chose. Si tu veux faire un changement, aller à la commission, dans la commission scolaire pour faire demander de passer de père à mère, bonne chance. C'est vraiment pas évident. Si tu désires, par exemple, de faire appeler juste parent de façon neutre dans les formulaires, tu as juste 2 options. C'est père, mère. Encore, malheureusement, au Québec, c'est encore le cas. Au niveau légal, il y a 2 situations. En fait, si tu veux faire changer la mention, le statut de père ou mère sur le certificat de naissance de l'enfant, au Québec, c'est encore pas possible, malheureusement. Puis, il y a aussi des situations où est-ce que le parent n'a pas eu le bon statut de père ou de mère selon s'il avait fait son changement de mention de sexe sur ses papiers. Il y avait, par exemple, un homme trans qui, lui, il a eu 2 enfants après la transition. Le premier
ses papiers légaux n'étaient pas changés encore. Il y a eu le statut de mère, puis le deuxième enfant, mais il y a un statut de père. Donc, il y a comme des incohérences comme ça qui arrivent. Puis, bien évidemment, le premier, tu ne peux pas le changer au Québec. Fait que tu es un peu pris avec des papiers qui ne sont pas conformes et qui... en tout cas, la bureaucratie, des fois, c'est un peu n'importe quoi. Aussi, bien, c'est la nécessité parfois d'avoir à se battre pour être reconnu dans son identité parentale, alors que ça devrait être un droit de base de se faire désigner avec les bons marqueurs identitaires. Un autre élément qui a été mentionné, surtout par les participants qui sont en début de transition, où est-ce qu'ils ne sont pas toujours désignés de la bonne façon, ils sont comme en début de transition, sont un peu entre les deux, et puis le fait d'avoir ton enfant qui dit papa ou maman, bien, tu te fais catégoriser dans cette identité-là, dans une identité de genre masculin ou féminine qui ne te correspond pas nécessairement parce que ton enfant te dit ça. Une autre non-reconnaissance, des fois, c'était des familles qui ont eu leurs enfants après la transition, qui mentionnaient, par exemple, qui avaient l'air d'une famille hétéro, fait qu'ils étaient présumés hétéros, mais en réalité, donc, ça effaçait leur identité trans, ça effaçait le fait qu'ils n'ont pas eu leur enfant de façon traditionnelle aussi. Donc, il y avait des fois, par exemple, avec les médecins, à avoir expliqué, bien non, on n'a pas eu nos enfants de cette façon-là, ou avec d'autres personnes, donc d'avoir aussi à rectifier toujours un peu leur histoire familiale. C'est pour eux, ils disent à la blague, nous, notre problème, c'est l'invisibilité et non la visibilité. Donc, des fois, ça se joue dans les deux sens. Dernière thématique, on va finir par du positif, parce qu'il y en a aussi. Il y a quand même beaucoup de participants qui ont mentionné à quel point la transition a eu des impacts positifs sur la parentalité. La transition, c'est ce qu'il y avait vraiment le besoin de le plus. Je pense que tous les participants ont mentionné là, le sentiment d'être bien enfin, d'être enfin eux-mêmes, d'être beaucoup plus confiants. Ça avait vraiment des impacts aussi sur leur rôle parental, sur leurs compétences parentales, de se sentir plus en confiance pour prendre des décisions, de se sentir beaucoup plus à l'aise à aller faire des activités avec les enfants à l'extérieur, alors qu'avant, tu étais un peu toujours malaisé. Rapprochement avec les enfants, le fait de... souvent, il y a eu peut-être un éloignement pour certains participants. Par la suite, le fait de se retrouver puis de s'ouvrir aussi, en fait, le fait que tu partages une partie de ta vie avec ton enfant, bien, c'est sûr que ça crée des fois des liens plus forts aussi. Puis l'enfant aussi, des fois, peut-être plus aisé pour venir partager ce qu'il vit aussi. Donc, ça crée aussi des situations où est-ce que oui, il y a peut-être eu un éloignement, mais par la suite, il y a peut-être un rapprochement qui fait que c'est encore plus fort, puis les liens sont plus soudés. Plus dédié à l'enfant, quand tu passes ta vie à essayer de lutter contre toi-même, puis que tu finis de cette étape-là, puis tu es beaucoup mieux avec toi-même, bien, c'est sûr que toute cette énergie-là que tu passes à arrêter de lutter contre toi, à toujours aussi essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas ou c'est quoi cette détresse-là, bien, à un moment donné, cette énergie-là, tu la focuses sur ton enfant aussi. Là. La richesse expérientielle, les participants qui mentionnaient, par exemple, que le fait d'avoir été socialisé dans un genre puis de faire une transition, ça faisait en sorte qu'ils avaient un peu vu des deux côtés de la médaille, qu'il y avait un plus grand bagage ou une plus grande connaissance de ce que peuvent vivre autant les hommes que les femmes. Puis ça se traduit aussi avec un peu ce qu'ils peuvent apporter à leurs enfants. C'est-à-dire que si les enfants ont des questions par rapport, par exemple, au développement sexuel à l'adolescence, par exemple, la menstruation, la puberté, la sexualité, ils peuvent peut-être se sentir plus outillés vu qu'ils ont vu les deux côtés de la médaille. Donc, ils se sentaient plus outillés à ce niveau-là. La question d'ouverture d'esprit, autant pour le parent lui-même que pour l'enfant. Donc, toutes les questions de genre, d'orientation sexuelle, ça faisait en sorte que ça crée une ouverture d'esprit, une acceptation inconditionnelle de l'enfant, peu importe qui il est. Les parents vont le soutenir. Ils ont aussi beaucoup plus connaissance des ressources LGBT. Donc, si l'enfant est trans ou si l'enfant est gay ou lesbienne ou bi, ben, ils peuvent les diriger vers les bonnes ressources, puis ils peuvent les accompagner, les aider aussi.
Être un modèle pour son enfant, un modèle de courage, de détermination. C'est aussi un élément qui a été mentionné. Puis aussi les habiletés d'autodéfense, mais au niveau verbal, pas physique, mais quoique des fois ça serait le fun, là, mais au niveau, si la personne est victime de discrimination, ou comment outiller tes enfants pour répondre à cette discrimination-là, à cette victimisation-là. Donc, c'est des choses que les personnes trans veulent transmettre à leurs enfants, qui est aussi important. Bon, j'ai un peu manqué de temps pour ma discussion, je suis désolée. J'ai fini mes analyses hier. J'ai pas eu beaucoup de recul, en fait, sur mes analyses, c'est ce que je veux dire. Mais peut-être qu'on pourra en prendre la peine de faire une discussion. Je dirais donc l'importance vraiment de prendre en compte les deux trajectoires conjointement. Donc, si on va avoir vraiment un portrait de la situation d'un parent trans, c'est pas juste prendre un ou l'autre, c'est d'analyser les deux trajectoires parce qu'ils ont beaucoup d'influence entre les deux. Dans l'ensemble, on voit que quand même les deux trajectoires, ils ont beaucoup de conciliations difficiles par rapport à la parentalité et l'identité trans. Mais quand même, je pense que les enfants, ça transperçait beaucoup dans le discours des participants, l'importance de leurs enfants, comment leur enfant leur a permis de rester grounded, de permettre de passer au travers de crises aussi, de situations de crise, puis à quel point ils sont très importants pour eux, puis qu'ils veulent leur bien, puis qu'ils veulent qu'ils s'adaptent le mieux possible. Donc, ça transparaissait beaucoup. Puis même si c'était une conciliation difficile de la parentalité puis de l'identité trans, souvent les impacts négatifs, peut-être au départ, au final, pouvaient aussi se transformer en des impacts positifs. Donc, c'est pas juste négatif. Je rappelle que tout n'est pas lié à l'identité trans aussi. Il y a plein de... C'est sûr que l'article que je vais écrire là-dessus, c'était de faire ressortir les deux liens, mais tout n'est pas lié à ça. Des fois, on a peut-être une tendance à faire ça au niveau, par exemple, d'intervention ou en recherche, mais ce n'est pas le cas non plus. Puis, les personnes trans n'ont pas vécu les 10 thématiques non plus, donc il y a quand même des distinctions à faire, ne serait-ce que, par exemple, les parents qui ont eu leurs enfants avant la transition versus après, c'est sûr que les enjeux ne sont pas les mêmes. La question de la transition en famille ne se pose pas ça ne se passe pas comme ça pour les parents qui ont leur enfant avant ou après la transition, ou si c'est des hommes ou des femmes trans. Les femmes trans ont eu beaucoup de conséquences au niveau de la séparation conjugale, de perdre la garde légale des enfants, de leur rejet. C'était beaucoup plus les femmes trans à ce niveau-là. Voilà.